Je lui ai dit pourquoi il a tué mon fils. Et je lui ai dit, regarde comment ta mère souffre. Il a baissé les yeux. C'est tout, quoi. Au début, tous les jeunes qui viennent à la maison, tata, on veut venger Ismaël. Tata, on ne va pas laisser la mort d'Ismaël comme ça. De toute mon existence dans ce quartier, j'ai jamais entendu parler même de Maurice. Je n'ai pas vu venir la violence, mais je ne savais pas qu'Ismaël, qu'il était menacé ou son quartier était menacé. Bonjour Hawa. Bonjour. On est heureux de te recevoir chez Pluriel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir raconter ton histoire ici? Ce qui m'a donné envie, c'est surtout de parler de mon combat. Et surtout de parler de tous ces jeunes qui sont décédés dans des conditions difficiles. Et notre combat, c'est de donner une image et une histoire à tous ces jeunes pour qu'ils ne soient pas oubliés. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler d'Ismaël? Bon, Ismaël est né en 2002 et à Colombes. Et il est né très prématuré, comme le disent les médecins, à l'état de mort. Et heureusement que j'étais en France, il est revenu à la vie. Et c'est la petite histoire d'Ismaël avec la France. Parce que moi, je n'habitais pas en France. J'étais venue pour mes affaires. J'étais entreprenante. Et j'ai eu une grossesse très difficile. Et il fallait que Ismaël naisse en France. Et c'est une belle aventure pour nous. Et l'histoire avec la France a commencé avec Ismaël. Comment il était au quotidien? C'est quoi sa personnalité? Comment se passait votre quotidien, toi et lui? Oui, on a eu un parcours très difficile en France parce qu'on n'avait pas de logement, il fallait trouver un logement, il fallait sortir de notre condition de sans-papiers. C'était trop compliqué. Moi, j'ai eu un parcours très difficile. Bon, quand on vient en France, qu'on finit le visa, il faut s'intégrer, il faut passer par les assistances sociales, l'hôpital, les opérations. C'était vraiment difficile pour nous. Mais comme j'ai dit, il a pu aller à l'école, il a grandi. Et puis, c'est un enfant très, très, très gentil, très sociable. Il aimait beaucoup les autres. Et c'est comme ça que j'ai qualifié Ismaël, quoi. Ouais. Tu disais que vous étiez très fusionnels? Oui, j'étais très fusionnelle parce que bon, Ismaël, c'était le dernier et puis c'était le seul garçon. J'avais eu que 2 enfants et il y a 7 ans entre Ismaël et puis sa sœur. Donc du coup, c'était le chouchou de la famille. Pour moi, bon, Ismaël il était très très proche comme les petits garçons, ils sont très proches de leur maman. Bon, chacun de nous avait une relation particulière avec Ismaël. Avec moi, c'était autre chose. C'était l'affection, c'était l'amour maternel. C'était tout, quoi. Ismaël était tout pour moi. Parce qu'il a dormi à mes côtés jusqu'à l'âge de 11 ans. Et je pense que c'est à 11 ans, il m'a dit, maman, il faut que j'arrête de dormir avec toi. Je ne vais pas dire à mes amis que je dors avec ma mère. Et c'est depuis ce jour qu'il est parti de ma chambre. Et est-ce que tu peux me raconter un peu des souvenirs qui illustrent votre lien fusionnel? Bon, les souvenirs, il y en a tellement. Et les bons souvenirs comme les mauvais, hein, parce qu'une mère, on ne dira pas que tout va bien à la maison, hein, parce qu'il y a la rigueur. Moi, je suis très, très, très rigoureuse dans l'éducation avec mes enfants. Ismaël, c'était l'enfant qui s'énervait jamais. Et lui, il était prêt à s'excuser à tout moment. Et ce qui me plaisait avec Ismaël, parce qu'il aimait beaucoup et me taquiner à tout moment. Soit il me tape derrière le dos, soit il me fait une bise, il disparaît, soit il me met la lumière de son téléphone sur le visage juste pour garder le lien. Et il voulait garder le lien à tout moment avec moi. C'était ça, Ismaël, quoi. Toujours prêt à faire de la blague. Il aimait beaucoup danser. Et je pense que c'est ces grands souvenirs que j'ai laissés, c'est parce qu'on partageait vraiment toutes les musiques ensemble. Parce qu'il chantait le rap et du coup j'étais obligée de danser le rap chez moi, je n'avais pas le choix et c'était ça Ismaël. Vous faisiez des petits moments comme ça, danse, lui rap et toi tu danses. Ça j'en ai plein dans mon téléphone. D'ailleurs sa sœur ne supportait pas qui met de la musique et moi j'étais là toujours derrière mon fils. Donc on a beaucoup de petites vidéos où on danse ensemble, même si je ne comprends pas le rap, mais j'étais obligée de danser avec lui. Et à quoi ressemblait justement sa vie, lui, avant le drame? Il était au lycée?
Oui, Ismaël a fait toute son enfance, je dirais, dans le 11e arrondissement de Paris. Après, la maternelle, l'école primaire, c'est toujours dans le 11e. Après, il est allé au collège Voltaire. Et le collège Voltaire, il est allé au lycée Martin Nadeau, dans une école professionnelle, mais il n'a même pas fini le trimestre et puis il est décédé. Donc, je dirais que c'est au collège Voltaire que Ismaël a passé la plus grande partie de sa scolarité. Après la troisième, il était beaucoup connu dans le collège là-bas, apprécié de ses professeurs. Et je pense qu'après son décès, les plus grands témoignages, c'était surtout le collège Voltaire. Oui. Il avait quel âge? Il avait 15 ans. Il avait 15 ans. Ouais, il est décédé le 13 janvier 2018 à l'âge de 15 ans. Oui. Et tu me disais du coup que vous viviez dans le 11e. Dans quel quartier? Le 11e, on était à la rue Saint-Maur, qui n'est pas loin de la rue Roquette. Et il y avait un grand parc, je pense que c'est là-bas où tous les enfants ont grandi. Les enfants de ce quartier, ils ont leur square de la Roquette. C'est là-bas ils ont passé toute leur enfance, depuis la maternelle jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est leur zone, quoi, comme ils appellent eux-mêmes, leur zone où ils sont là toujours en train de faire du foot, du basket, il y a les plus jeunes, il y a tout, et c'est un parc, je dirais qu'il y a toutes les générations. Il y a les papis, les mamies, les plus jeunes, les plus grands, donc c'est leur lieu de vie, quoi. C'est pour ça qu'ils s'identifient beaucoup à leur quartier. Aujourd'hui, quand on parle de la Roquette, on pense que les jeunes, c'est leur village, comme on le dit en Afrique, quoi. Comme Ismaël le disait, c'était son village. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte des rixes dans votre quartier en 2018? Bon, moi personnellement, j'ai jamais entendu parler des rixes dans mon quartier. Je sais qu'il y a des bagarres des plus grands et là c'est autre chose, hein, parce qu'on sait que les plus grands, ça peut être lié au trafic. Bon, moi personnellement, de toute mon existence dans ce quartier, j'ai jamais entendu parler même du mot rixe. J'entendais le mot rixe à la télé quand c'était hors de Paris. Mais à Paris, c'était la première fois que j'entends le mot rixe le jour que mon fils est décédé. Et bon, je n'ai pas vu venir la violence. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas qu'il y avait des menaces autour d'Ismaël ou que son quartier était opposé à un autre quartier. Tout ce que je sais qu'il a un ami qui protégeait beaucoup, qui avait été agressé par des jeunes d'un autre quartier parce qu'on lui avait arraché son téléphone. Bon, c'est ce que je savais, quoi. Mais je ne savais pas qu'il était menacé, ou son quartier était menacé, ou il y avait un conflit de quartier entre la Roquette et les autres quartiers. Ça, je n'ai jamais appris du tout. Mais nous, les parents, ça nous surprend toujours quand il y a les drames, parce qu'on ne s'attend pas à ça. On ne voit pas venir, hein. Ah oui. Il y avait beaucoup de bagarres entre les jeunes des quartiers rivaux? Bon, dans mon quartier, moi, j'ai jamais entendu parler de bagarres entre... Bon, peut-être c'était des bagarres entre dans les réseaux. Parce que les jeunes s'affrontent, pas physiquement, hein. Je pense que les conflits naissent sur des réseaux sociaux. Parce qu'ils faisaient du rap, peut-être qu'il y avait un autre groupe dans un autre quartier. Les jeunes se lancent des pics. Ça commence dans les réseaux, sur les histoires des Snapchat. Moi, je ne connais pas les Snapchat, mais je pense que le plus gros conflit part des réseaux. Ouais, entre les jeunes, parce qu'ils ne se voient pas. Ces quartiers 19e, 11e, c'est des quartiers très opposés. C'est pas qu'il y a une rue qui nous sépare, qu'on se voit, mais ça part des réseaux sociaux. Ouais. Et quand ces bagarres justement arrivent, c'est quel genre de bagarre, que ce soit sur les réseaux ou en vrai? Ça commence, comme je dis toujours, par des pics sur les réseaux. Ça peut aussi même avoir des violences dans la musique même, parce que ça existe beaucoup. Après le 17 d'Ismaël, moi j'ai vu des groupes de rap qui chantent, qui sont dans la provocation. Ça existe dans nos quartiers. Et pour Ismaël, il paraît qu'il y avait un vieux conflit qui existait depuis 2017, que je n'étais pas au courant. C'est après le décès qu'on apprend des choses avec les plus jeunes, hein. Bon, ça ne le concernait pas, mais ça concernait un autre. Et puis bon, tout ce que je sais. Et après le décès, il faut aller au tribunal pour savoir réellement ce qui s'est passé. Nous, on a attendu 2 ans pour savoir l'implication d'Ismaël, pourquoi il est décédé ce jour, mais c'est au cours du procès qu'on a appris énormément sur la personnalité de ces jeunes qui se battent,
Qui sont ces jeunes, pourquoi ils sont venus dans le quartier ce jour, et ça part de là, quoi. Est-ce que ces bagarres, quand elles ont lieu, c'est en dehors de celle qui s'est passée avec Ismaël, quand ces bagarres ont lieu, est-ce que c'est toujours très violent? Est-ce que ça va jusqu'à justement un décès? Oui, en général, actuellement, de la nouvelle génération, comme elles appellent la génération Z, je pense que la violence est doublée. C'est plus comme avant, les jeunes se battaient avec les barres de fer et avec les poings, les coups de... Mais c'est plus ça. Les jeunes maintenant, ils sont armés. Armés avec des couteaux. Moi, je ne connais pas l'Opinel. C'est la première fois au tribunal qu'on m'a parlé d'Opinel. Je ne sais même pas ce que c'est un Opinel. Et on a compris que les jeunes se battent beaucoup avec l'arme blanche. Et aujourd'hui, c'est le combat des institutionnels de voir que les mineurs utilisent beaucoup les armes blanches. Et l'arme blanche, ça tue plus rapidement qu'un coup de bâton. Donc, c'est la différence, quoi, avec les aînés parce que les risques, ça existe il y a très longtemps. Les risques, comme j'ai toujours dit, ça ne vient pas avec l'immigration. Ça existait avant ici. Avant, moi, dans mes recherches, on m'a parlé des blousons noirs, des Apaches, de la caille, la rue. Mais c'est la nouvelle génération, comme moi j'appelle la génération des réseaux, là, eux, c'est l'arme blanche. La plupart, tous les jeunes qui sont décédés ces derniers temps, c'était des jeunes décédés avec le couteau. C'était même pas avec les fusils ou les pistolets, mais c'est surtout avec le couteau qui tue rapidement. Et est-ce qu'il y avait déjà eu des victimes avant Ismaël de ces rixes dans votre quartier? Bon, moi, je parle de Paris en général. Hein. Avant Ismaël, en 2017, je sais qu'il y a des jeunes qui sont décédés en 2017, il y a eu deux frères qui sont décédés dans le 19e. Et après, de 2017 à 2019, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont décédés. Pas seulement à Paris, il y en a eu à Bagnolet, il y en a eu à Sévran, mais à Paris, à un moment, je dirais que il y en avait partout, un moment. Et après, quand on a mis les actions en place, ça a commencé à baisser un tout petit peu. Il y a des périodes vraiment où il n'y a pas de saison dans les risques. À tout moment, ça peut déclencher. Parfois, on est là, on dit il y a une période d'accalmie, mais après, paf, ça va très, très, très vite avec les jeunes. Et est-ce que c'est pour des raisons similaires? Est-ce que c'est toujours pour les mêmes raisons que ces rixes ont lieu? Les rixes, ça peut être pour un regard. On ne peut pas tuer pour un regard, c'est même pas possible. Ça peut être des provocations, comme j'ai dit, sur les réseaux. Ça peut être des problèmes de filles. Il y a un peu de tout, hein. Et on pense seulement que c'est sur les réseaux, mais ça peut aussi pour des banalités, quoi. Les causes vraiment avec les jeunes, moi je trouve que c'est très, 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 très banal. Le plus souvent, quand on va au tribunal, qu'on nous explique pourquoi les jeunes se battent, il n'y a pas de raison. Parce qu'on ne peut pas mourir pour un regard. Je refuse. Non, parce que moi, je passe, quelqu'un me regarde très mal, mais non, ce n'est pas une raison de tuer la personne. Et il y a aussi le quartier, la réputation, il y a un peu de tout. Parce que les jeunes s'identifient à leur quartier. Et le fait de voir un autre jeune qui vient de son quartier, dans son quartier, et pourquoi tu es là? L'espace public appartient à tout le monde. Moi, je ne peux pas être... Aujourd'hui, je suis à Gennevilliers, je n'ai pas de problème. J'ai traversé tout Paris pour arriver. Mais il y a des jeunes qui ne peuvent même pas passer des Bagnolet pour aller de l'autre côté. Et je pense que c'est là où c'est encore très difficile. C'est pas seulement des quartiers, ça peut être même au sein d'un quartier. Moi, j'ai vu à Riquet, Cambrai, Riquet, ils sont dans le même quartier, mais ils sont très opposés. C'est des conflits qui ont existé depuis très longtemps, autant de leurs oncles, leurs grands frères, mais qui se reproduisent encore aujourd'hui. Bon, c'est un phénomène, c'est difficile à expliquer, quoi. Ils ne peuvent pas passer dans le quartier des rivaux, c'est ça? Oui, ils ne peuvent pas passer, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la géographie invisible. Et c'est ce que nous, on essaie vraiment de voir comment on peut travailler ça avec les jeunes, savoir pourquoi tel jeune ne peut pas aller dans tel quartier et pourquoi il ne veut pas aller dans tel quartier, pourquoi il ne peut pas en franchir
cette rue, ben, c'est des questions que les sociologues, ceux qui ont fait vraiment, qui travaillent avec les jeunes, qui veulent mettre en place, c'est ça ce qu'on appelle la géographie invisible. Savoir les raisons pour lesquelles un jeune ne peut pas se déplacer de Paris-Est à Paris-Nord, comme de Paris-Est à Paris-L'Ouest, je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Et tu me disais aussi qu'Ismaël ne participait pas à Cérix, que c'était un enfant très, très sage qui n'aimait pas la violence. Franchement, bon, pour moi, j'ai élevé mon fils. C'est facile pour une mère de dire mon fils est bon. Moi, toutes les mamans défendent leur enfant, mais moi, vraiment, je suis tellement juste avec moi-même. Je dirais qu'Ismaël, vraiment, j'ai jamais appris qu'il s'est battu ni à l'école, ni dans la rue. J'ai jamais été convoquée. J'ai été convoquée une seule fois, mais ça, c'était pour l'école. Tu prenais les petits garçons pour du bavardage en classe. Bon, ça, c'est normal qu'on me convoque parce que soit Ismaël n'a pas eu de bonnes notes, le professeur moi des alertes. Mais être convoqué parce qu'Ismaël s'est battu, franchement, j'ai jamais entendu. Donc, c'est pour ça, sa mort m'a beaucoup, ça m'a surpris qu'il y a eu une bagarre ce jour. Je m'attendais à tout sauf à voir mourir Ismaël. Et même il y a des jeunes qui ont dit que ça aurait été d'autres, ils allaient comprendre, mais pas Ismaël. Ça a été dit par ceux qui l'ont connu, des voisins qui sont dans le 11e, qui l'ont vu grandir. Parce qu'un enfant grandit dans la cellule familiale. Mais en dehors de la cellule familiale, il y a le quartier. Le quartier peut connaître mieux son enfant même que nous-mêmes, parce qu'il côtoie les autres enfants du quartier, il va au parc, il rencontre des personnes, et ce sont ces témoignages des gens du quartier qui m'ont beaucoup rassuré, quoi, qu'Ismaël c'était un bon enfant. Moi, je peux le dire, mais quand ça vient d'une autre personne, c'est une fierté pour moi, quoi. Est-ce que tu avais déjà eu une inquiétude pour Ismaël? Jamais. J'ai jamais eu d'inquiétude. Ma seule inquiétude, c'est de ne pas voir mon fils sombrer dans la drogue, de ne pas voir mon fils traîner dans la rue, de ne pas voir mon fils tenir les murs. Parce que pour ça, c'était moi ma grande inquiétude dans ma vie, quoi. Je sais pas, cette peur vraiment me hantait tous les jours. Quand je passe dans la rue, que je vois les plus grands arrêtés, toute une journée, j'avais peur qu'Ismaël finisse sa vie un jour dans la rue. Ça, c'était ma peur. Et je savais que c'était un enfant très intelligent, il aimait beaucoup chanter, il faisait du foot, et je ne dirais pas qu'il serait Mbappé un jour, mais j'étais convaincue qu'il sera un bon citoyen, c'est clair. Est-ce que tu accepterais de me raconter ce qui s'est passé le samedi 13 janvier? Bon, ben, je sais pas. Une maman, j'avais des pressentiments que quelque chose allait arriver. Ça, pendant un mois, j'étais pas bien, j'avais cette peur, je sais pas pourquoi. Je pense que les 2 dernières semaines, c'était de trouver un stage pour Ismaël. Et on parlait que du stage parce qu'il n'avait pas trouvé des stages. Et il était venu me voir, ah maman, j'ai déposé mon CV. Il y a un entrepreneur qui avait décidé de me prendre et hier je suis partie, il m'a dit qu'il ne me prend pas. Bon, moi, c'était cette semaine, en tout cas, c'était de trouver un stage. Et je pense que la dernière conversation que j'ai eue avec Ismaël, c'était vendredi. Il me disait, maman, j'ai pas trouvé des stages. J'ai dit, ben, si tu trouves pas des stages d'ici samedi, ou moi le samedi matin, j'ai dit, mais Ismaël, le stage. Il m'a dit, non, aujourd'hui c'est samedi, toutes les entreprises sont fermées, mais l'école nous a demandé de partir lundi pour trouver un stage. Et c'était tout, hein. Et j'ai demandé il va acheter une baguette. Et j'ai vu qu'il était midi. Je dis c'était pas la peine. C'était bon. En tout cas, cette matinée-là, j'ai pas croisé le regard de mon fils. Et c'est tout ce que je déplore un peu, qu'on n'a pas eu le temps de vraiment se regarder cette matinée. Et on n'a pas payé la baguette. Moi, je devais partir voir ma belle-mère. C'est rapide, quoi. Tout ce que je sais, j'ai vu Ismaël est venu vers moi. Il a pris son sac de foot, il s'est dirigé vers les toilettes. Et il est sorti. Maman, tu sors? Oui, je sors. J'arrive, je vais voir ma belle-mère, mamie. Et c'était la dernière conversation. Et j'ai claqué la porte, je suis partie. Vers 19h,
Ma belle-sœur m'appelle 18h pour dire que Ismaël dort avec son cousin chez moi. Vers 19h30, on m'appelle qu'il y a une bagarre, que son cousin est blessé. Ben, c'est qui vous appelle? Ma belle-sœur, que son fils est blessé, le neveu, le cousin d'Ismaël, c'est qui est mon neveu. Et j'ai dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit qu'il y a une bagarre dans le quartier. Je vais le voir à l'hôpital. J'ai dit, mais Ismaël me dit, je l'appelle, il ne répond pas. Ben, du coup, moi, j'essaie d'appeler Ismaël, il ne répondait pas. J'ai dit, ben, attends-moi, je viens te chercher. On va à l'hôpital récupérer le cousin. Et je prends ma voiture, je file de Stein. Pierre Filstin, oui, je file, je viens sur Paris, je la récupère. On sort dans la rue et il y avait beaucoup de policiers encore dans la rue. Il était déjà 21 heures passées. Elle me dit, ben attends, je vais me renseigner. Je suis Paris que c'est ici que mon fils s'est battu. Parce que bon, lui, on sait qu'il aimait beaucoup se battre, il n'y avait pas d'inquiétude pour lui. Et elle descend, je l'entends crier, je dis, mais viens, on va à l'hôpital. Elle me dit, non. Le policier me dit, vous la connaissez? J'ai dit, oui, c'est ma belle-sœur. Je descends de la voiture, je vais vers elle et j'entends Ismaël. J'ai dit, mais Ismaël, qu'est-ce qu'il a? Elle ne répond pas. Et c'est le policier qui me dit, oui, votre fils est décédé, il est à l'hôpital Salpêtrière. Ah, là, je pense que, comme j'ai toujours dit cette phrase, je l'entends tous les jours. La voix de ce policier qui me dit, mon fils est décédé, vous pouvez aller le voir, il est à l'hôpital Salpêtrière. Et je pense que le ciel s'est écroulé sur moi. C'était très, très, très difficile. On était en plein hiver, du coup j'ai eu une chaleur très forte, une douleur très forte à la poitrine. Comme j'ai toujours dit, quand j'ai levé les yeux vers le ciel, c'est comme s'il n'y avait plus d'immeubles à Paris. Pour moi, j'étais dans un désert. C'était difficile. Très, 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 très difficile pour une mère. Ouais. Comment il a été agressé? Bon, tout ce que je sais, on m'a dit qu'il a reçu un coup de couteau au dos, à l'omoplate, et puis ça, avec, après les expertises des médicaux, on nous a dit qu'il avait reçu le coup de couteau, avait touché le poumon, et puis bon, comme c'est un enfant très prématuré, il était très grand, fin, donc c'est un couteau de 29 à 30 cm, c'était pas un petit couteau. Il n'a pas été lâché comme on dit les jeunes, mais il a été vraiment tué. Et comment ça s'est passé après? T'es partie à l'hôpital? Non, j'ai pas eu cette force. Moi, quand j'ai eu la nouvelle dans la rue, ben, tout ce que je sais, il y avait plein de jeunes qui étaient de l'autre côté de la rue, qui criaient « Tata, on va venger Ismaël, Tata, on va venger Ismaël ». Et puis bon, après, il y a un policier qui m'a demandé d'aller vraiment calmer les jeunes. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Je suis allée vers les jeunes, je leur ai dit « C'est pas le moment de venger Ismaël, rentrez chez vous, on aura le temps de parler ». Et après, je ne pouvais plus conduire ma voiture puisque j'ai les pieds qui tremblaient, je ne pouvais plus redémarrer la voiture. Bon, la police m'a ramené au commissariat, le temps d'appeler la famille. Le papa n'était pas là, lui, il vit en Afrique. Et puis j'ai ma fille qui est à Montpellier, étudiante. Donc il fallait gérer, parce que les réseaux, ça va très vite. J'avais peur que les gens balancent sur les réseaux, que ça se apprenne par les autres, les amis. Moi, c'était mon inquiétude, parce qu'elle est seule à Montpellier, on lui dit... ça va très vite, les réseaux. Ouais, j'avais peur pour ça. Et ensuite, à quel moment tu te rends compte que Ismaël nous a quittés? Quand on rentre à la maison et qu'on voit du monde qui arrive, les jeunes viennent ta maison est remplie, mais c'est pas notre quotidien. Moi, mon quotidien, je rentre, j'appelle Ismaël, tu es où, tu viens? Et on passe toute la soirée à s'appeler. Parce que quand mon fils est dehors, moi, je ne peux pas dormir sans mon fils. Je l'appelle, lui, maman, j'arrive, je suis dans le métro jusqu'à ce qu'il rentre. C'était plus ça ce soir, mais ce soir, s'il y avait du monde à la maison, la famille, c'est difficile à réaliser qu'on a perdu un fils entre 14h et 19h, 20h. C'est très, 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 très difficile. Et tu as pu le voir? Non, on a pu le voir 3 jours après.
Parce que quand quelqu'un décède dans la rue, mais si j'étais partie à l'hôpital, j'allais pouvoir le voir la même soirée. Mais après, quand le corps va à l'institut légal, il faut attendre 3 jours pour être autorisé à aller voir son fils, à aller reconnaître son fils. Je crois qu'il est décédé samedi. Nous, on l'a vu mardi, je crois. Comment ça s'est passé? Pour le voir? Oui. Bon... Comment tu t'es sentie? Ben, ça veut dire qu'on n'arrive pas et puis on ouvre la porte. Moi, il y a une prise en charge d'abord qui est faite par un employé de l'hôpital qui m'a rassuré que vous allez voir votre fils, qu'il est très beau. Donc, j'étais déjà préparée à voir mon fils vraiment très beau ce jour. Et quand elle m'a dit, ah oui, c'est la première fois, on voit un jeune arriver et il est très, 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 très beau. Et je pense que j'ai été préparée à le voir coucher comme s'il n'avait rien. Et je pense que cette image, je le garde jusqu'à aujourd'hui. Tu te sentais comment? Quand je l'ai vu, bon, je ne dirais pas apaisé, mais le fait de le voir, ça m'a... De toute façon, on te dit ton fils est décédé, tu ne l'as pas vu, mais je pense aller le voir au coucher, ça fait du bien aussi à la famille de le voir. Mais moi, je m'inquiète surtout pour les parents qui voient leurs enfants disparaître, qui ne les voient pas, ni le corps, c'est un peu plus difficile. Mais le fait de le voir coucher, on réalise vraiment qu'il est décédé. Parce que tu vois le vitre, tu n'as plus accès à ton enfant, tu le vois dans un drap blanc, ça ne s'explique pas. Et tu m'avais donné l'image du désert pour exprimer ce que tu ressentais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Ben, pour ceux qui vivent à Paris, on sait, hein, Paris c'est les immeubles, hein, et quand on lève, à peine si on voit les étoiles à Paris les soirs, c'est difficile. Et moi, la rue Roquette, c'est une longue rue qui va jusqu'à Bastille. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Ismaël n'est pas décédé, comme on a souvent l'habitude de dire que Paris, c'est pas une banlieue. Et la rue Roquette, c'est une rue qui est bondée les soirs. Il y a du monde partout. Donc, mourir à une rue à Paris, c'est très difficile. Il y a la lumière partout. C'est pas que c'est dans le noir. C'est pas que c'est une rue qui n'est pas éclairée. Et si je dis un désert, c'est parce que quand on te annonce que ton fils est décédé, mais c'est comme il n'y a rien qui existe autour de toi. Même ton existence même disparaît. Mais j'entends mon cœur battre, mais c'est comme si je n'existais plus sur la terre. Ce désert, c'est ça, quoi. C'est de voir qu'il n'y a plus personne autour de toi. Tu lèves les yeux, tu cherches des explications, personne ne peut te répondre. Tu vois aucune silhouette. Et c'est des moments qui peuvent exister quelques minutes, quelques secondes, et puis après, on redevient sur la terre. Et on constate qu'il y a des gens qui sont dans l'immeuble, il y a la police qui fait encore des enquêtes. Mais c'est des petits moments, ça va très vite, ce désert. Et comment tu sens justement le fait que tu sois entourée, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes chez toi, qu'il y ait beaucoup de personnes qui t'entourent? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là justement pour tenir? Bon, même là, mais moi je pense que malgré qu'il y avait du monde sur moi, je pense que cette nuit, j'ai pas dormi. J'ai pas du tout fermé l'œil. C'est comme si c'était un film. C'est comme si j'étais dans un autre monde. Et je sais pas comment expliquer cette soirée. En tout cas, moi, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Je sais pas, un moment j'ai pleuré, un moment j'ai arrêté de pleurer, un moment je m'occupais des étrangers qui étaient là, il fallait donner la place à tout le monde pour dormir. C'est un peu difficile, comme vous savez en Afrique, c'est ça la force chez nous en Afrique, quoi. La communauté compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas que les frères et sœurs, il y a des gens qui sont venus, qui ne sont pas de ma communauté, de ma famille, mais qui étaient là, présents cette soirée. Il y a d'autres qui sont restés toute la nuit dans le fauteuil en train ils n'arrivent pas à dormir, on ne dort pas. Bon, c'est dur. Ça t'a aidé le fait d'être entourée? Bien sûr, parce que moi je me suis dit que si j'étais seule dans ma maison, parce que j'étais seule avec Ismaël, on est deux, le papa est en Afrique, il vient de temps en temps, et j'imagine la police frappe à ma porte,
vous êtes la mère d'Ismaël, votre fils est décédé. Je me demandais comment c'est-à-dire que j'imagine un peu la scène aussi qu'on venait m'annoncer chez moi. Je pense que la bonne manière, c'était qu'on me l'annonce dans la rue. Au moins, il y avait des gens autour de moi, quoi. Ouais. Tu m'as dit qu'il a fallu 2 ans avant de savoir ce qui s'était réellement passé. Comment t'as vécu cette annonce? Moi, je dirais qu'elle a été longue. Bon, pas très longue, parce qu'il y a des familles qui attendent depuis 8 ans, 7 ans, qui n'ont pas eu leur procès. Moi, en 2 ans, j'ai pu faire mon procès. Je dis Dieu merci. Et j'avais une bonne avocate pénaliste qui suivait mon dossier. On a attendu 2 ans parce que les jeunes, personne ne veut dénoncer. Tu vois, la loyauté, ça existe partout hein, dans les quartiers. Hein. Les jeunes, ils font les bêtises ensemble, mais personne ne veut dénoncer son ami. Et moi, j'étais confiante que je devais faire ce procès parce que j'avais confiance en mon fils, j'avais confiance en moi et j'étais convaincue que celui qui a poignardé mon fils allait arriver un moment, aller craquer et puis dire que c'est moi, parce que c'est une bagarre de groupe. Il y a plus de 10, 20, 30 jeunes qui se battent. Il y a d'autres avec le bâton, des tessons de bouteilles. Ça va très, très vite. La bagarre ne dure même pas 1 minute. Mais en 1 minute, imagine s'il y a mort d'homme, c'est qu'il y a quelqu'un qui a commis un meurtre. Il fallait trouver le meurtrier. Et je pense que le procès m'a permis de voir vraiment le visage de ce meurtrier. Parce qu'il y a eu une reconstitution après 6 mois, mais personne ne voulait reconnaître les faits. Et qu'est-ce qui s'est passé justement à la reconstitution? Comment s'est passé la bagarre? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est comme si, je sais pas, moi j'ai jamais assisté, mais on a vu dans les films quand on fait les reconstitutions, on met une silhouette, on voit la position de tous ceux qui étaient ce jour-là à la bagarre, qui étaient là, qui étaient à gauche, qui étaient autour d'Ismaël. Ce côté, je ne maîtrise pas du tout, mais je sais qu'il y a une reconstitution parce qu'ils ont fait sortir tous les jeunes de prison. Ils sont venus de 19h à 3h du matin et il fallait trouver des indices et même la personne n'a pas voulu avouer. Et c'est quand on allait au procès qui a duré 7 jours, toute une semaine et je pense que c'est le premier jour dès qu'on est arrivé, que le président est rentré. Et on dit la cour, tout le monde se lève. Et moi, j'ai vu un jeune sortir avec un avocat. Il est venu là-bas. Il a dit oui, c'est moi qui ai donné le coup à Ismaël, mais je ne voulais pas le tuer. C'est la seule phrase que moi j'ai retenue. Et ça m'a permis au moins de faire mon procès. Parce que j'attendais ça, quoi. Et qu'est-ce qui se passe justement en toi quand t'entends Ah ça? oui, mais je pense que c'est comme si Ismaël venait de mourir, quoi, parce que j'ai attendu tellement ce moment de voir qui a tué mon fils et que je vois un jeune garçon qui vient avouer les faits. Et moi, je pense que je ne sais plus la suite. La suite, tout ce que je sais, et j'ai perdu connaissance. L'audience s'est arrêtée un moment. Il fallait qu'on m'a fait sortir de la salle, le temps de reprendre mes esprits. Et les autres jeunes voulaient s'en prendre aux autres. C'était vraiment du cafouillage dans la salle. Et c'est tout ce que je sais, quoi. On est resté, l'audience est suspendue pendant 1 heure, je crois. Hein. Après, j'ai repris mes esprits. Il fallait aller jusqu'au bout, hein. C'était le plus difficile. Mais cette phrase, ça m'a surpris. Je pensais que ça allait sortir plus tard, dans les jours à venir, mais ça a été à la première minute. Et il a reconnu les faits. Et combien de personnes étaient impliquées? Bon, les jeunes qui sont venus de Ricky, ils étaient au nombre de 6. C'est ce que j'ai dit, les jeunes, quand ils vont faire la bagarre, c'est pas tout le monde qui tue, il n'y a qu'une seule âme qui a tué. Il n'a pas été frappé, mais il n'a pas été violenté, mais il fallait trouver vraiment le meurtrier. On a trouvé le meurtrier, et puis il y a des enquêtes qui ont été vraiment menées, une enquête très minutieuse qui a été menée, et on a vu celui qui a l'épée et le couteau, parce qu'il y avait les caméras. Quand il est arrivé, il a distribué les couteaux à ses amis. Il avait payé 4 couteaux. Il a retrouvé ses amis à Stalingrad. Mais il est impliqué. Hein. Mais pourtant, il ne s'est pas battu. Mais le fait d'acheter les couteaux, mais il fait partie. Il a été condamné pour ça. Quelles étaient les raisons justement de l'agression?
L'agression, franchement, quand on allait au tribunal, tout ce qu'on sait, oui, on est venu dans leur quartier, ils nous ont chassés de leur quartier. Moi, c'est la phrase que j'ai retenue. On est venu pour un anniversaire. Les jeunes de Riquet, ils disent qu'ils sont venus à un anniversaire. Et quand ils sont arrivés, il y a quelqu'un qui a envoyé un message à l'autre groupe, parce qu'Ismaël tournait un clip ce soir. Il avait un clip et il avait invité tous ses potes à son clip. Moi, j'ai vu, quand on m'a remis son téléphone, j'ai vu, et lui, il a dit, j'ai mon clip ce soir, venez Il a invité vraiment tous ses amis pour être dans le clip. Et malheureusement, ils n'ont pas pu tourner le clip ce jour, parce qu'il y a un ami qui manquait. Et il faisait tard, le caméraman a dit de reporter le clip à un autre jour. Donc, c'est les jeunes, bon, le clip a été annulé, et puis eux, ils traînaient dans leur quartier. Et l'autre groupe est venu les surprendre après. Donc ça veut dire qu'il y avait Ismaël. Ismaël était qu'avec son cousin ou il y avait d'autres personnes? Il y avait d'autres personnes. Il était avec tout son groupe. Les jeunes dans le quartier, eux, ils ne marchent jamais seuls. Ils sont toujours à 2, 3, 4, 5. Tu ne verras jamais. Et puis c'est un samedi soir à 17h, 18h. Soit ils ont toujours un petit grec à aller partager ensemble. C'était pas 1h du matin ni à 23h. 18h, je pense que c'est l'heure légale pour un jeune de 15 ans. Jusqu'à 20h, on peut tolérer 21h. Mais ça s'est passé aux environs de 18h, 19h45, quand il y a eu la bagarre. Et le temps, il est décédé à 21h. Donc ça va très, 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 très vite. Quel a été le jugement, du coup? Bon, le jugement, on a pris une semaine pour le jugement parce que quand on va au tribunal, c'est ce que j'ai dit aux parents, c'est là où on apprend beaucoup sur ses enfants, sur son propre enfant, parce qu'il y a des choses que les enfants font à la maison, mais dehors, ils font autre chose. Et tous ces jeunes qui étaient là, on fait une enquête de personnalité sur tous ces enfants et on comprend vraiment le vécu de ces enfants, les problèmes qu'ils ont dans leur cellule familiale. Les parents se passent à la barre pour parler de son fils. L'éducateur du quartier qui a suivi l'enfant passe aussi à la barre. Donc, selon les procès, et plus les jeunes passent, plus on apprend beaucoup sur leur personnalité. Moi, on a parlé de mon fils. C'est pas moi qui parle de mon fils, mais il y a une enquête qui est menée sur Ismaël depuis sa naissance, depuis le lendemain de son décès. Je pense que le maire qui était venu chez moi, il a dit, j'ai jamais connu votre fils, mais je sais que c'était une bonne personne. Donc, moi, ça m'a rassurée, quoi. Ça, c'est les témoignages des gens qui ne sont pas de ma famille. Et comme l'avocat l'a dit, après le procès, on a vraiment vu la personnalité d'Ismaël, on a compris qui il était. Et j'étais fière vraiment d'être au tribunal pour Ismaël, malgré qu'il n'était pas là, mais jusqu'aujourd'hui, je suis fière de mon fils. C'est pour ça que je suis assise là. Si c'était un enfant qui m'avait créé des problèmes, je n'allais pas avoir la force de venir parler devant le public. Et je pense que je tiens cette force d'Ismaël. Oui. Il y avait eu du coup 6 personnes impliquées. C'était quoi les jugements ils ont pris combien? Bon, celui qui a poignardé, il avait pris, le procureur avait requis 7 ans de prison. Et après, ils sont passés à 5 ans de prison ferme. Et puis celui qui a porté le coup aussi avait pris une peine, je ne me rappelle plus, parce qu'après on a eu le rapport, l'avocat nous avait envoyé le rapport. Et je crois après celui qui a tué, la deuxième peine, c'était celui qui a pillé les couteaux. Et puis les parents ne comprenaient pas pourquoi leur fils est condamné, mais ça s'explique aussi. Parce que quand on va se battre, que c'est toi qui achètes le couteau, tu n'es pas loin du meurtrier. Hein. Et après les autres, ceux qui se sont battus, qui ont participé à la... Parce qu'une RIS, il y a ceux qui participent, il y a ceux qui like, il y a ceux qui commentent, tout le monde est condamnable. C'est ce que moi je comprends quoi, dans les RIS. Il y a d'autres qui ne se sont pas battus, mais le fait d'être sur les lieux, tu peux être mis en examen. Il y a d'autres qui se sont battus juste avec un tesson de bouteille, mais qui n'ont pas blessé quelqu'un. Mais le fait de participer, de partir de son quartier avec tout un groupe, tu es condamnable aussi. Et parfois, ça se répercute plus tard dans leur vie professionnelle, parce qu'ils ne peuvent plus faire... Il y a des métiers qu'ils ne pourront plus faire. Et en plus, il y a des quartiers qui sont interdits dans d'autres quartiers pendant 5 ans. Bon, je ne pense pas que ça soit facile pour tout le monde, quoi. Et le meurtrier, il avait pris combien? Il avait pris 5 ans de prison ferme. Ok. Mais il n'a pas fait les 5 ans. Ils étaient mineurs?
Oui, ils avaient tous 15 ans. Ils sont tous de 2002. Je pense qu'Ismaël, c'est le plus petit parce que lui, il est né en septembre. Mhm. Du coup, très vite, la mère du jeune qui a porté le coup vient te voir. Comment se passe la rencontre avec cette maman-là? Bon, je pense qu'avec cette maman, elle aussi, elle est dans une association depuis fort longtemps, puisqu'elle a participé à des marches dans son quartier en 2017. Hein. Et quand Ismaël est décédé, elle était venue avec toute leur association chez moi. Bon, je sais que j'ai vu cette maman une fois. Elle était venue à la marche, elle était venue le jour de l'enterrement. Mais moi, je ne savais pas que son fils était impliqué. Et on me disait qu'il y a une maman qui souhaiterait te voir, mais qu'elle avait peur. Ben, moi, je ne sais pas c'est qui. Et c'est le deuxième du procès que ma fille me dit, ah, tu connais la maman de celui qui a poignardé. Elle est là, elle est allée se cacher dans les toilettes. Et puis, je suis allée vers elle, quoi. Et je pense que quand j'ai vu cette maman, elle s'est écroulée, elle a pleuré. Bon, c'est une mère, hein. C'est comme ça que... On a passé une semaine à se voir, hein, les mamans. Parce que le procès des mineurs, c'est très, très compliqué. Chaque maman tient son fils, chaque maman est derrière. Bon, les papas, on ne les voit pas souvent. Hein. C'est ce qui est désolant dans cette histoire. Moi, j'ai vu que 2 ou 3 papas qui sont venus à la barre. Il y a d'autres aussi. Les parents sont séparés. Bon, c'est un peu difficile, quoi. Ouais. Justement, c'était quoi le dialogue avec elle quand tu l'as retrouvée? Le dialogue, de toute façon, quand elle m'a demandé pardon pour l'acte que son fils a posé, et à aucun moment j'ai vu, c'est une mère. Quand tu fais 9 mois que tu accouches un enfant, tu peux que déplorer cette situation. Et je lui avais dit de ne pas pleurer. Et puis c'est moi qui suis allée vers toutes les familles aussi. Hein. J'ai essayé de créer du lien avec tout le monde, toutes les mamans qui étaient dans la salle. Bon, il y a d'autres qui avaient la peur de venir vers moi. Bon, moi, je ne suis pas une personne... Non. Je reflète mon fils, quoi. Parce qu'il serait là, il allait faire la même chose, c'est clair. C'est quoi justement ta relation avec elle, avec ces mamans-là, aujourd'hui? Au bout de 7 jours, vraiment, on passait des moments ensemble, on se parlait avec les autres mamans, hein, et puis on a compris que soit on a les mêmes origines, soit on a toutes la même religion, et tu vois, c'est soit même il y a des mamans qui ont gardé les enfants ensemble, et c'est un peu compliqué. Il y a d'autres qui me disent, oui, tu sais que quand mon fils était petit, c'est la mère de telle qui gardait mon fils. Aujourd'hui, ses enfants sont opposés dans les mêmes quartiers. Il y a d'autres qui ont déménagé, qui se sont retrouvés dans l'autre quartier rivaux. Donc, au niveau des familles, il n'y avait pas de problème. On partageait les repas à midi ensemble. Quand une maman sort, elle ramène du repas pour tout le monde. Mais dans ce contexte, c'est très difficile. Moi, en tout cas, je n'ai pas éprouvé de la haine pour personne. Franchement, au cours de ce procès, je n'ai pas éprouvé de la haine pour ces familles. Ces mamans me faisaient de la peine parce que je connais un peu le parcours de vie de ces mamans. Et quand tu arrives au tribunal, que tu vois que les mamans qui vont au palois, c'est les mamans qui sont là dans les moments difficiles, c'est agréable pour personne. Hein. Et t'en as voulu au jeune qui a porté le coup? Ah oui, jusqu'à aujourd'hui, mais quelqu'un qui tue ton enfant, je sais pas. Mais moi, j'ai eu la force vraiment de lui parler. Je pense que quand on est sorti de la salle, j'ai parlé avec lui. Je l'ai regardé dans les yeux, mais il avait du mal à me regarder. Mais au moins, je lui ai dit pourquoi il a tué mon fils. Et je lui ai dit, regarde comment ta mère souffre. Ben, il a baissé les yeux. C'est tout, quoi. Est-ce que tu lui as pardonné? Pardonner, non, on ne pardonne pas. On ne fait pas pardonner. Bon, on essaie d'oublier, de passer à autre chose, quoi, mais pas pardonner. Parce que moi, mon fils ne reviendra jamais. Et lui, ce qui est sûr, il va vivre toute sa vie à côté de sa mère, mais moi, je n'ai pas de fils. Hein. Je ne peux pas pardonner. Pas pardonner, mais je suis passée à autre chose. J'ai toujours dit que le deuil, c'est plusieurs étapes. Au début, il y a la culpabilité, mais moi, je ne me suis pas culpabilisée en aucun moment parce que j'ai donné ce que je pouvais donner à mon fils. Et il y a la haine, la colère. C'est-à-dire qu'on passe par toutes ces étapes. Je suis arrivée un peu à la résilience. Je pense que c'est ça qui me donne la force de faire ce que je fais aujourd'hui. Parler devant le public, aller vers les autres familles de victimes. Et je fais aujourd'hui du soutien familial à toutes ces familles qui ont perdu un enfant, que
que je peux aider, que ce soit à Paris, hors de Paris. C'est ma force, quoi. Tu dis justement qu'il faut faire la paix. Concrètement, dans ton cas, ça veut dire quoi? Bon, moi, faire la paix, c'est faire la paix d'abord avec moi-même. Et j'étais dans une famille, j'ai grandi dans une famille où on n'a pas connu la violence ni la colère, où on a appris les vraies vertus de la vie. Et la base même de la religion, c'est le pardon. C'est de pardonner son prochain. Et je pense que moi, c'est toutes ces valeurs que j'ai reçues de mes grands-parents m'amènent à surmonter beaucoup de choses. Pas oublier mon deuil. Le deuil, il est là. Hein. En 8 ans, je pense que j'ai jamais vu 8 ans, je multiplie par 365 jours, ça fait beaucoup, hein. Mais tous les jours, je pense à mon fils. Et que ça peut être des moments agréables, ça peut être des moments de tristesse. C'est valable pour toutes ces mamans qui ont perdu leur enfant, on n'oublie pas. Le chagrin, il est là, hein, mais moi, je dis, je veux vivre pour ma fille, je veux vivre pour mon petit-fils, je veux vivre aussi pour les autres jeunes qui sont dans les quartiers. C'est difficile pour ces jeunes qui sombrent dans le noir, qui n'ont pas de chemin. Bon, mon combat, c'est ça, quoi. Si je peux aider un jeune, je le ferai. Hein. Ouais. Tu es engagée dans des associations qui aident les jeunes. Tu vas à leur écoute? Oui. Je pense que si on a créé une association, c'est surtout pour ces jeunes qui sont restés avec nous. Parce que depuis le décès de mon fils, ils sont là. Ça fait 8 ans, ils sont toujours là. Et puis on a compris qu'on pouvait les aider aussi, hein, à ne pas aller sur... Parce qu'au début, tous les jeunes qui viennent à la maison, tata, on veut venger Ismaël, tata, on ne va pas laisser la mort d'Ismaël comme ça. Mais non, moi je leur disais, non, c'est pas le moment de venger Ismaël. On va enterrer Ismaël. J'ai eu vraiment à travailler avec ces jeunes, à leur faire comprendre que ça serait... Ismaël ne saura même pas que vous l'avez vengé. Et moi, je ne veux pas voir un autre enfant mourir à la place d'Ismaël encore. Et c'est comme ça qu'on a créé l'association. On a été avec ces jeunes, on a essayé de les comprendre, de les faire parler, surtout de les écouter, parce qu'ils avaient besoin aussi d'être écoutés. Et c'est ce qu'on a fait. Hein. Et on a essayé de créer des actions pour qu'ils se retrouvent aussi dans ces actions. On a une journée qu'on appelle une journée pour la vie, où on peut rassembler plus de 400 jeunes dans la journée. On fait du sport, on fait des activités. Et c'est une journée où il n'y a pas de bagarre. Donc, une journée pour la vie, une journée pour la paix. Et je pense que c'est énorme pour ces jeunes, quoi. Et puis après, ils ont leur concert de rap. Ils chantent ce qu'ils ont envie de chanter. On leur laisse aussi dire ce qu'ils pensent. Parce que le rap, c'est pas seulement le côté négatif. Parfois, les jeunes disent leur ressenti, leur douleur. Moi, j'écoute à travers... J'écoute beaucoup le rap à cause de mon fils, mais j'ai compris que tout n'est pas négatif aussi dans le rap. Hein. Il y a des bonnes choses aussi qu'on peut entendre. Hein. T'écoutes quoi comme rappeur? Un rappeur, j'aime bien Nino, Tiakola. J'aime bien Tiakola, j'aime Niska. J'ai connu Niska à cause d'Ismaël, à cause de sa chanson Réseau. Et parce que tous les matins, il me réveille avec Réseau. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quand j'entends Réseau, je pense à Ismaël. Donc, ma fille me dit, mais tata, maman, je comprends pas, tu connais tous les... J'ai dit, mais j'écoute que le rap dans ma voiture. Génération, comment on appelle le radio, là. Et tu avais dit aussi que justement, cette proximité avec les jeunes a fait de ta maison une cellule d'écoute. Ah oui, ma maison, c'est vraiment une cellule d'écoute. Parce que, je vous dis, en 8 ans, chaque anniversaire est fêté, chaque mois de Ramadan on se retrouve, chaque fête des mères, ils sont là. Aujourd'hui, je pense que c'est le plus bon moment que je passe avec les jeunes. Ça, quand ils sont chez moi, quand je vois tous ces baskets alignées, je ne suis pas dans un château, mais il y a la joie chez moi. Il y a le vrai amour dans ma maison. Parce qu'on peut avoir un château et puis être malheureux. Mais moi, ma maison, cette petite maison, elle m'apporte beaucoup de joie. Et cette joie, après Ismaël, ce sont ses amis qui m'ont donné la joie de vivre. Que ce soit les filles, ses amis de l'école, ils sont tous là, les amis de foot. Et quand ils viennent, je prends de leurs nouvelles, les nouvelles de la famille. Je demande leur parcours de vie. Et
je leur donne des conseils, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 24 ans. À 24 ans, ils sont plus des jeunes. Ils sont plus grands, un peu plus matures. Il y a d'autres qui ont déjà leur permis, qui sont entrés dans la vie active. Il y a d'autres aussi qui se cherchent encore. Donc, ils ont tous besoin de conseils. Et puis, ils ont besoin d'être aussi écoutés. Ça, je ne suis pas seule dans ce combat. J'ai ma fille qui les écoute beaucoup. Et puis, il y a mon mari aussi qui parle beaucoup avec les jeunes, qui est sur le terrain, parce que lui, il est beaucoup sur le terrain avec les jeunes. Moi, je suis beaucoup avec les familles. Donc, on se complète, quoi. Et ma fille, comme elle a eu un parcours de vie, elle est à l'université, elle a fait ses études. Donc, les jeunes filles qui viennent souvent à la maison, la voient comme un exemple aussi, hein. Et elle les encourage à aller à l'école, à ne pas arrêter leurs études très tôt. Comment se passent les moments? Tu m'avais parlé qu'un jour tu étais partie au cimetière. Oui. Et que tu trouves parfois des lettres. Oui, bon, souvent quand je vais à Panthère, comme il y a la tombe d'Ismaël, il y a sa photo, et souvent ses amis passent sans moi, hein. Soit je viens trouver une petite nounouse qui est trempée de pluie. Je dis, ah, vraiment, vous me donnez du travail chaque fois que je viens. Et la dernière fois, quand je suis partie, j'avais trouvé une petite lettre qui s'était même envolée sur la tombe d'une autre personne. Comme souvent, quand je vais nettoyer la tombe d'Ismaël, je pense aussi aux voisins. Bon, c'est comme ça, quoi. Et j'ai vu la lettre, une belle écriture, qui disait que oui, Ismaël, tu es parti, on ne t'a pas oublié, je pense toujours à toi, et avec un petit cœur, et j'ai tout compris, quoi. Et puis j'ai pris la feuille, j'ai fait sécher, j'ai mis ça dans mon porte-monnaie. J'ai dit, bon, j'attends le jour que tout le monde est là. Je vais dire, qui a déposé ça sur la tombe d'Ismaël? Et puis, ben, ça fait plaisir de voir que ses amis sont tout le temps au cimetière. Quand ils peuvent aller, ils vont, que ce soit les filles et les garçons. Je pense qu'ils vont plus même que la famille, quoi. Ouais. Ils sont présents vraiment au cimetière. Chaque anniversaire, c'est des pots de fleurs. Ismaël n'a pas été oublié par ses amis, surtout. Par ses amis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'aide à aller mieux au quotidien? Ce qui m'aide à aller mieux, c'est de me retrouver ici déjà avec vous. C'est déjà un grand plaisir pour moi de parler, parce que quand on fait le deuil, qu'on ne parle pas, c'est encore plus difficile. Moi, j'ai eu cette chance de faire de la télé, d'aller à l'Assemblée, d'aller parler de la cause de ces jeunes. Donc, au début, j'étais très timide. Aujourd'hui, je peux regarder tout le monde, je peux parler. Ben, ça a été une force pour moi, quoi, de parler de mon deuil et de parler des jeunes et d'être aussi avec les familles victimes, comme les familles de Marseille. Je parle beaucoup avec les autres familles qui sont à Marseille. On a créé des groupes WhatsApp, parce que c'est les moments où on est dans les groupes WhatsApp, on se soutient les anniversaires. Il y a des moments où il y a une maman qui est dans la dépression, qui vient parler sur le groupe. On essaie de la soutenir. Bon, ça fait plaisir, quoi. Moi, ma force, c'est tout ça. Ma force, c'est les jeunes. Ma force aussi, c'est... Je dirais que, comme j'ai toujours dit, c'est Dieu, hein, parce que je suis très, très, très pieuse, très spirituelle. Je prie beaucoup. Et je ne pense pas qu'il n'y a pas... On m'a dit d'aller voir comment on appelle ceux qui s'occupent un psychologue. Mais j'ai été une fois, mais après, ma force, je le tiens de là-haut, comme je le dis. C'est une force. Quand tu penses à ton fils, quels sont les souvenirs qui te viennent à l'esprit? Quand je pense à Ismaël, je pense que j'ai son téléphone jusqu'à aujourd'hui. Et je vois tout ce qu'on faisait, les petites vidéos qu'il mettait sur Snap. Et il y a des moments, je prends et puis je ris, je suis dans la joie. Et il y a des moments aussi, il y a la tristesse. Ça c'est des moments... On ne sait pas, à tout moment, ça change, quoi. Comme on est un peu bipolaire, on peut être dans la joie, et puis un peu un moment on est dans le noir, après un moment on est en sombre. Bon, en une journée, tu peux être dans tous ces états. En une seule journée, il y a des moments, c'est comme ça. Pour finir, quel message tu as adressé aux jeunes qui seraient aujourd'hui impliqués dans des RICS? Je pense que le phénomène des RICS, où il y a des violences, moi je dis qu'il n'y a pas de bâton magique pour l'arrêter. Mais c'est surtout de sensibiliser les jeunes,
de parler avec les jeunes. Surtout ça, c'est très important. Aujourd'hui, les associations et puis les collectifs de mamans qui se créent après, on est devenu une force maintenant pour les institutionnels. Parce qu'aujourd'hui, les institutionnels nous considèrent, ils savent qu'on a du poids auprès des jeunes. Parce que quand une maman va parler à un jeune, c'est différent qu'un éducateur. Donc aujourd'hui, c'est de travailler tous ensemble et de ne pas les rejeter. Quand une société rejette les jeunes, ils ne se sentent pas valorisés, ça ne les aide pas surtout. C'est de les considérer aussi, ils ont besoin d'être considérés et qu'on mette les moyens aussi pour encadrer ces jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans les quartiers populaires et bon, c'est un peu compliqué. Moi, c'est ce message que je fais passer aux institutionnels, de parler de ce qui ne va pas. C'est bien de dire oui, les jeunes sont dans la violence, mais qu'est-ce qui amène les jeunes dans la violence? Point d'interrogation. La responsabilité aussi des familles. Il faut parler beaucoup avec les familles, parce que j'ai toujours dit que les mamans qui viennent de l'Afrique, on se retrouve dans une société sans code, une société qu'on dit civilisée. Les mamans ne savent pas tout. Et il faut les accompagner aussi, ces mamans. Elles ont besoin d'être aussi accompagnées. Et aussi les jeunes, on a toutes les structures pour réussir en Europe. Hein. Ouais, moi, j'ai vu des jeunes traverser des kilomètres avec des sachets pour aller apprendre l'ABCD. Et pour ceux qui ont eu la chance de naître ici ou bien de venir en Europe, il y a toutes les ouvertures pour réussir. Et c'est de les donner envie d'aller à l'école, envie de vivre. Et ça, c'est très important. L'estime de soi, c'est important. L'image de soi, c'est important. L'image qu'on a de la maison, c'est différent que l'image que l'autre te donne. Et cette image, il faut que ça soit travaillé aussi pour que les jeunes se sentent bien dans leur quartier, qu'ils se sentent bien dans la société. Et si on voit que les sociétés, aujourd'hui, moi, je pense que la société, elle est divisée. Par quartier populaire, quartier aisé, c'est des choses qui ne doivent pas exister dans une même ville, quoi. Pour ça, c'est important. Moi, aux jeunes, quand je vais voir les jeunes, je leur parle autrement. Hein. Quand je parle avec les plus jeunes, j'ai un langage pour les plus petits, j'ai des mots pour les plus grands. Et ça ne sert à rien d'aller se battre pour un quartier. Le quartier. Si tu meurs pour un quartier, c'est fini pour toi. Et puis c'est ta famille qui souffre toute sa vie. On ne peut pas se battre pour un quartier, quoi. Franchement, je refuse les guerres de cité. Ça ne doit pas exister. La nouvelle génération est insaisissable. C'est très difficile. Ils sont très, très difficiles. Moi, je les encourage à aller à l'école. Je pense que l'école, c'est la liberté. Aller à l'école, c'est être bien dans la société un jour. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, je peux m'exprimer. Je suis venue en France avec un bagage déjà intellectuel. Je suis repartie à l'école après 50 ans. Je me suis formée à des métiers et aujourd'hui, je suis fière. Et j'ai compris qu'on peut se former à tout âge. On peut réussir à tout âge. Il suffit de dire quand on veut, on peut. J'ai toujours dit aux jeunes, allez-y à l'école. Allez-y apprendre des métiers. La rue, parle à la rue. Et la rue s'arrête dans la rue. On ne peut pas évoluer dans la rue. Et je prie que chaque enfant trouve son chemin, quoi. Ça, c'est ma prière pour tous les jeunes. Quand je vois les jeunes qui traînent dans la rue, j'ai mal. Quand un jeune tombe, je me sens diminuée. Quand un enfant meurt, je me sens faible devant cette société. Je me sens désarmée de ne pas pouvoir les accompagner, mais c'est mon combat tous les jours d'être avec les jeunes. Ça, comme on vient de faire un film avec les mamans de Marseille, notre combat, c'est jusqu'au dernier souffle. Ça, c'est ce que je peux dire. Comme j'ai toujours dit, quand Ismaël est décédé, après tous les bons messages des voisins, les fleurs, je crois que la mairie m'avait ramené un petit mot que j'ai gardé. Je crois que c'est une maman qui avait écrit « La paix commence par moi ». Et moi, aujourd'hui, je dirais que c'est le logo de mon association. La paix, ça commence par moi. Partout où je vais, je donne les petits éventails avec c'est important de faire la paix, quoi, dans nos quartiers. On a besoin de ça. Notre force, c'est la paix. Merci, Awa. Merci.